Introduction audio pour diaporama sur l'antenne RF de champ proche. Bonjour et bienvenue. Dans ce diaporama, on va parler d'un outil discret mais essentiel dès qu'il faut mesurer proprement un signal radio en environnement contraint, l'antenne RF de champ proche. Quand on teste des produits radiofréquences, le problème n'est pas seulement la fréquence ou la puissance. Le vrai défi, c'est la répétabilité. Autrement dit, obtenir le même résultat, test après test, sans que la mesure bouge parce que l'antenne a été déplacée de quelques millimètres, parce qu'un objet métallique est trop près ou parce qu'on travaille dans un espace fermé. C'est exactement là que l'antenne de champ proche fait la différence. Et si vous voulez valider un choix, éviter une configuration fragile ou optimiser votre banc de test RF, le plus efficace reste de vous appuyer sur des spécialistes. Contactez les ingénieurs Cotelec et échangez avec eux sur votre application. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet qui, à première vue, a l'air super technique, presque réservé aux ingénieurs en blouse blanche. Et pourtant, c'est au cœur de la fiabilité de tous nos objets connectés, les antennes de champ poche. L'objectif, c'est simple, comprendre ce que c'est, en quoi c'est si différent d'une antenne classique, et surtout, quels problèmes très concrets et très coûteux elles viennent résoudre. Pour nous guider, on a une pile de documents assez intéressants. On a une doc technique du fabricant ARTest, un article Wikipédia qui nous fait replonger dans nos cours de physique, et puis des fiches produits de la société Cotelec. Notre mission, c'est d'assembler toutes les pièces de ce puzzle pour que ça devienne, limpide. Absolument. Et pour bien saisir l'enjeu, je pense qu'il faut visualiser une usine de production. Imaginez des milliers de smartphones, de montres connectées qui défilent sur une ligne. Chacun de ces appareils, il doit passer un test radiofréquence. Et ce test, il doit être ultra rapide, fiable à 100% et surtout parfaitement répétable. C'est dans cet environnement qui est vraiment impitoyable que les antennes classiques montrent leurs limites. D'accord. Le décor est planté. Alors allons-y. Dans la notice d'ARF-Test, il y a une définition qui m'a tout de suite interpellé. Elle dit qu'une antenne de champ proche peut être placée très près d'autres objets, y compris des surfaces métalliques, sans que son fonctionnement soit perturbé. Ça semble presque contre-intuitif, non? On a tous l'image de l'antenne de la vieille télé, on s'approche et hop, l'image part en neige. C'est totalement contre-intuitif parce qu'on pense à l'antenne classique, qui est un instrument ultra sensible par nature. La différence, en fait, elle est fondamentale. Elle est dans la conception même de l'antenne. Une antenne classique, elle est accordée. Elle est faite pour résonner un peu comme une corde de guitare, sur une fréquence très précise, pour être super efficace. L'antenne de champ proche, elle, est volontairement non accordée. Elle est conçue pour être, on va dire, médiocre partout, mais de façon égale. Attendez, médiocre partout. C'est un drôle d'argument de vente? Ça veut dire qu'elle est moins performante? Moins pointu serait le terme exact. Les graphiques de return loss, le fameux S11 dans la doc d'ARF-Test, sont très parlants. Pour une antenne Wi-Fi classique, on voit une courbe qui plonge, ça forme un V très profond, très étroit, à 2,45 GHz. C'est le signe d'une performance exceptionnelle, mais à cette fréquence précise. Si on dévie d'un cheveu, on remonte la pente du V et la performance s'effondre. Pour l'antenne de champ proche, la courbe est presque une ligne plate sur une bande immense. Pas de pic, mais pas de creux non plus. C'est cette constance qui fait sa force. Elle est robuste, prévisible. D'accord, je vois. Elle sacrifie la performance de pointe pour une fiabilité à toute épreuve. Et ça nous amène directement au problème industriel que vous évoquiez au début. La doc décrit un scénario de test sur une ligne de production. On place le produit à tester, disons une montre connectée, dans une cage de Faraday, et une antenne classique mesure son signal. Où est-ce que ça coince? Ça coince au niveau des vibrations, des micro-mouvements. Une ligne de prod, ça bouge, ça vibre. Un robot place la montre, peut-être pas exactement au même millimètre à chaque fois. Pour une antenne classique ultra sensible, ce petit changement suffit à la désaccorder. La mesure n'est plus au fond du V, mais quelque part sur la pente. Et comme la pente est très raide, une variation infime de position crée une énorme variation de mesure. Le test devient instable, non répétable. Et là, vous avez des produits bons qui sont rejetés et des mauvais qui passent. C'est le cauchemar de tout responsable qualité, ça. L'outil de mesure qui devient plus capricieux que le produit qu'il doit vérifier.
Exactement. Et là, on touche à un coût caché, un coût absolument énorme. Quand une antenne classique se désaccorde ou qu'il faut la remplacer, c'est pas juste un échange de pièces. Ça veut dire qu'il faut arrêter la ligne de production. Complètement. Il faut faire venir un ingénieur RF, un profil rare et cher, qui va sortir son analyseur à 20 000 € et passer des heures à tout recalibrer. Pendant ce temps, la prod est à l'arrêt. L'antenne de champ proche, elle, est calibrée une bonne fois pour toutes en usine. On peut l'installer, la bouger, sa réponse ne change pas. C'est plug and play. Le gain en temps de fonctionnement est colossal. C'est fou l'impact que ça peut avoir. Mais j'ai une question qui me taraude. On les appelle antennes de champ proche. J'imagine que ça s'oppose à un champ lointain. Est-ce que c'est juste une histoire de centimètres ou il y a une différence physique plus fondamentale? L'article Wikipédia peut peut-être nous éclairer là-dessus. Ah oui, c'est bien plus qu'une question de distance. C'est une question de nature du champ électromagnétique. Wikipédia synthétise ça très bien. Le champ lointain, c'est la zone de radiation propre, celle qu'on utilise pour les communications. Loin de l'antenne, l'onde s'est stabilisée, elle est prévisible, elle transporte l'énergie. Son énergie diminue de manière régulière en 1 sur la distance au carré. Le champ proche, à l'inverse, c'est la zone un peu chaotique, juste à la sortie de l'antenne. L'onde n'est pas encore vraiment formée. Les champs électriques et magnétiques ont des comportements complexes et leur énergie s'effondre de façon spectaculaire avec la distance en 1 sur la distance au cube, voire plus. C'est une zone qu'on essaie d'éviter d'habitude. Et Wikipédia va même plus loin, il me semble. Il divise ce champ proche en 2 zones distinctes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, et c'est la clé du mystère. Tout près de l'antenne, on a le champ proche réactif. Le mot réactif est crucial. Ici, l'énergie n'est pas vraiment rayonnée, elle est plutôt stockée temporairement autour de l'antenne, puis elle est renvoyée. Elle interagit très fort avec tout ce qui l'approche. Si un objet entre dans cette zone et absorbe de l'énergie, l'émetteur le sent tout de suite. C'est exactement dans cette zone que nos antennes de test fonctionnent. Un peu plus loin, on entre dans le champ proche radiant ou zone de Fresnel. Là, l'énergie commence à s'échapper, mais l'onde n'est pas encore stable. Et c'est seulement après qu'on arrive dans le champ lointain. Pour que ce soit plus concret, l'exemple de Wikipédia est parfait. Quand on approche la main d'une vieille antenne de télé et que l'image grésille, c'est exactement ça. Notre corps entre dans le champ proche réactif, il vole de l'énergie et il désaccorde l'antenne. C'est fou de se dire qu'on exploite ce phénomène qu'on a toujours cherché à éviter. Mais il y a un autre problème que ça résout, non? La documentation à RF Test parle beaucoup du bruit et des réflexions, même dans une cage de Faraday. C'est un point essentiel. Une antenne classique, avec sa grande sensibilité, c'est comme une grande oreille. Elle capte le moindre parasite. Et pire, il y a les réflexions. Les ondes ricochettent sur les parois métalliques de la cage. Si une onde réfléchie revient vers l'antenne en opposition de phase, c'est-à-dire décalée, elle annule le signal d'origine. L'antenne devient aveugle. Attendez, si je suis votre logique, une antenne classique, c'est un peu comme un haut-parleur dans une grande pièce vide, carrelée. Le son se diffuse partout, mais on entend aussi tous les bruits de fond et surtout les échos qui rendent le son confus. C'est une excellente façon de le voir. Continuez. Et donc, l'antenne de champ proche. Ce serait comme mettre un casque audio. La source est à quelques millimètres de mes oreilles, la connexion est directe et je suis isolé du bruit et des échos. L'analogie est parfaite. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est celle qu'Artif Test utilise lui-même dans sa doc. Ça capture l'essence du principe. Une mesure ciblée, propre, insensible à l'environnement. La portée de l'antenne, c'est 5 cm, grand maximum. Les parois de la cage sont à des dizaines de centimètres. Pour l'antenne, c'est comme si elle n'existait pas. Et j'imagine que cette proximité a un autre avantage. La puissance du signal doit être énorme, non? On n'a pas besoin de crier pour être entendu à 2 cm. C'est un avantage colossal. En radiofréquence, quand un signal est faible, on doit l'amplifier. Le problème, c'est qu'on amplifie aussi le bruit avec. Avec une antenne de champ proche, le signal capté est si fort que la question ne se pose pas. La source parle d'une perte de couplage très faible, de -15 à -20 décibels, ce qui est excellent. Le signal est si pur, si puissant qu'on n'a jamais besoin de l'amplifier. Parfois, il faut même l'atténuer pour ne pas saturer l'instrument de mesure. Et quand on en arrive à devoir atténuer un signal, c'est le signe d'une qualité exceptionnelle. D'accord, la théorie est claire, mais concrètement, sur une ligne de production, comment on choisit ACP? Si je fabrique, disons, des télécommandes de portail, j'imagine que j'ai pas besoin de la même antenne que pour tester le dernier smartphone. Absolument pas. Et c'est là que la gamme de produits décrite par Cotelec et ARF Test devient intéressante.
Pour votre télécommande, qui fonctionne sur des fréquences assez basses, 433 ou 868 MHz, vous utiliseriez le modèle CCLF-ACP, qui est spécialisé dans la bande 300 MHz, 2 GHz. Et pour des produits plus courants, comme un objet connecté en Wi-Fi ou Bluetooth, Pour tout ce qui est IoT, qui fonctionne quasi exclusivement sur la bande des 2,4 GHz, là, il y a un modèle ultra spécialisé, le CCWF-ACP. Sa performance est optimisée pour cette bande cruciale où communiquent le Wi-Fi, le Bluetooth, le Zigbee. C'est vraiment le cheval de bataille pour la majorité des objets connectés. et pour le smartphone dernier cri qui utilise plein de technologies différentes, Là, il vous faudrait l'outil polyvalent, le couteau suisse de la gamme, le CCWBACP. C'est un modèle large bande qui couvre de 1 GHz jusqu'à 10 GHz. Il peut tout tester. Le Wi-Fi 2,4, le Wi-Fi 5 GHz. Cotelec mentionne même une utilisation très pointue, le diagnostic de circuit imprimé, où on peut scanner une carte pour voir d'où vient un rayonnement indésirable. si on devait résumer en une phrase alors? On pourrait dire que les antennes de champ proche, ce ne sont pas des outils pour communiquer loin, mais des instruments de mesure de haute précision. Des sortes de stéthoscopes pour écouter les ondes au plus près de leur source. Elles ne résolvent pas les problèmes des antennes classiques, en fait, elles les contournent en travaillant dans cette zone du champ électromagnétique qu'on a toujours vue comme une zone à problème. C'est une excellente synthèse. Elle transforme un bug en une feature, pour ainsi dire. Pour finir, toutes nos sources se concentrent sur cette application de test industriel. Mais est-ce que cette physique du champ proche a d'autres applications, au-delà des usines? C'est une question qui ouvre une perspective fascinante, et l'article Wikipédia y fait allusion. On a passé notre temps à parler du champ proche comme d'un outil pour tester des communications destinées au champ lointain. Mais que se passe-t-il si on conçoit des technologies prévues pour vivre et opérer uniquement dans ce champ proche? Vous pensez à des exemples précis? On les utilise tous les jours. Le paiement sans contact, c'est de la communication en champ proche, la technologie RFID. Le rechargement sans fil, c'est un transfert d'énergie pur en champ proche réactif. L'écran tactile de notre smartphone qui détecte notre doigt avant même qu'on le touche, c'est encore une interaction en champ proche. Toutes ces technologies ont retourné le problème. Leur but n'est pas d'émettre loin, mais d'interagir de manière riche et précise avec ce qui est à quelques millimètres. La vraie question pour l'avenir, c'est donc quelles nouvelles interactions peut-on inventer en passant de l'antenne mégaphone à l'antenne outil de contact, conçue pour sentir, toucher et alimenter le monde à portée de main? C'est peut-être là que se cache une partie de la prochaine révolution de l'interaction homme-machine.